Quentin, Yes. bienvenue dans Seven The Ring. Bah, merci beaucoup. Merci pour l'invite. Merci d'être venu surtout. Et ce que j'ai vu et j'ai remarqué chez toi, tu es entrepreneur dans l'immobilier, tu es passionné Ouais. de ski, d'apnée, de Putain, tu sais boxe, des choses. de voiture Ouais. et même de golf. Ouais. Putain, J'ai l'impression t'as bien que cherché. tout ce qui tourne autour de ce que tu fais et ce que tu touches, ça parle un petit peu de dépassement de soi, aussi de gratitude parce que tu es engagé dans des projets qui ont du sens avec Heroes Family. Hmm. Quelle est la mission qui te tient le plus à cœur aujourd'hui? Bah ouais, alors le dépassement de soi, c'est clair. Toujours été un peu compétiteur dans plein de sports différents depuis tout petit. Et voilà, à chaque fois que je teste une nouvelle activité, alors le problème, c'est que je fais plein de trucs. Je suis excellent en rien. Je suis pas mauvais en plein de trucs. Mais du coup, voilà, et dès que je touche à quelque chose qui me passionne, je mets de l'énergie dedans. Il faut absolument que j'aille jusqu'au niveau compétition, etc. Donc ouais, c'est du dépassement de soi, au final, c'est très proche de l'entrepreneuriat, tout ça, quelque part. C'est partir de zéro, découvrir un marché, se battre pour essayer de le conquérir. Parfois, on se rend compte qu'on fait des bêtises, on se trompe de direction, il faut pivoter, aller dans l'autre sens, etc. Et voilà, et le but, c'est d'essayer d'avancer, de grossir d'atteindre ses propres objectifs, quoi. Est-ce que c'est depuis tout petit que tu as cette envie chez toi? Le sport, par exemple, ça t'est venu à quel âge? Le sport, tout petit, ouais, le sport, j'ai fait du judo à l'âge de 3 ans, je pense, pendant 6 7 ans. Hem pareil, compétition très vite, et puis après j'ai découvert le tennis et là, je suis tombé amoureux du tennis. Du coup, petit à petit, j'ai, heu, j'ai abandonné le tatami pour les cours de tennis. Puis après, j'ai découvert le rugby et en fait, à chaque fois que je découvrais une autre passion, bah, ça prenait tellement de place que j'étais un peu contraint d'arrêter celle d'avant. Mais je regrette un peu finalement de ne pas être allé au bout d'une activité, tu vois? Parce que quand je vois par exemple mes Mmh. potes qui faisaient du judo avec moi à l'époque, ils sont tous ceinture noire, 4e dan, et cetera, champion de France, mes potes tennisman aussi. Et puis moi voilà, j'ai aussi voulu goûter à plein de trucs, heu et heu et ouais, depuis tout petit, j'ai été baigné dans le sport, sûrement grâce à mes parents. Mon père qui a toujours fait beaucoup de sport aussi, D'accord. qui faisait du judo, donc il m'a mis au judo assez Ouais. vite. Et après j'ai tracé ma route ailleurs, mais ouais, ouais. Pas de foot dans tout ça? Pas de foot. Alors j'ai une petite anecdote pour le foot parce que, en gros, bon, comme tout le monde fait du foot quand même Ouais, en j'allais te France, dire. tu vois? Hem, je faisais du je faisais du tennis à l'époque et en OK. fait non, du judo, j'étais assez jeune et j'ai un de mes très bons potes, d'époque qui faisait du foot à assez bon niveau et je lui dis: «Écoute, j'aimerais bien essayer tout ça. Moi, j'aime bien, je sais pas, quand je joue au foot, j'aime bien être gardien», tu vois? Je voulais être au cage Mmh. et à l'époque, il y avait pas les téléphones portables et donc il demande à son coach. Je lui donne mon numéro de mon 04, de mon fixe de chez moi et son coach m'appelle. J'étais pas là, enfin personne répond, ni mes parents. Il laisse un message et on est tombé sur le message genre 2 ans après, Non. je te jure. Et il me dit: «Viens à l'entraînement, tel jour et tout pour faire tes tests, et cetera, machin». Et c'est passé au travers de voilà, on n'est pas tombé sur le message et du coup, j'ai jamais fait de foot. Alors peut-être que j'aurais pas kiffé, peut-être que j'aurais été en équipe de France, je sais pas, On sait jamais. peut-être En pas. plus, Garden Beach, il y en a pas beaucoup et en Ouais, ouais. général, ceux qui s'y mettent, bah, du coup, ils se donnent à fond et il y a un peu de Non, la j'aurais concurrence. pu kiffer, mais ouais, du coup, pas de foot. Et en sport co, quand même, j'ai fait du rugby qui m'a apporté quand même pas mal, parce que C'est tout, ça, tout le, ouais, tout le sport. reste des sports que j'ai fait, c'était des sports individuels. Euh, le dépassement de soi, c'est aussi beaucoup dans le sport individuel, quoi. On est face à soi-même et voilà, on regarde pas à droite ou à gauche pour savoir à qui c'est la faute. S'il y a une Mmh, connerie, mmh. c'est pour toi, quoi. Donc, ouais. OK et après derrière, l'apnée dans tout ça, c'est venu quand? Comment? L'apnée, c'est plus la passion de la mer et de l'océan, quoi. OK. Alors c'est drôle, mais ça, c'est aussi mon père qui m'a un peu poussé là-dedans quand on était petit, tu vois? Quand j'étais tout petit, je prenais des bains, et cetera, et on faisait des concours d'apnée et dès que ça D'accord. faisait 1 minute, il tapait sur le truc du bain pour qu'on entende sous l'eau et puis en fait, petit à petit, on s'est pris un peu au jeu avec mon frère et puis ensuite, j'ai continué un peu tout seul. J'ai fait un peu de chasse sous-marine au début, essayer de chasser des poissons. Et puis petit à petit, j'ai laissé un peu mon fusil parce que je me retrouvais pas trop dans cette position de tuer des poissons, tu vois, même si c'était pour nourrir ma famille, etc. Mais bon. Et donc j'ai continué l'apnée et j'ai fait quelques stages, dont un stage très cool avec Guillaume Néry, le grand apnéiste français. Et voilà, et ça c'est pareil, c'est aussi la compétition, il faut gagner 1 mètre et essayer de descendre 1 mètre plus profond, 1 mètre plus profond, ou tenir 10 secondes de plus, 10 secondes de plus. Et ça demande beaucoup d'entraînement, c'est un sport qui est quand même assez dangereux. Et voilà. Et bon, je me suis fixé des limites. Après, ça devient
En termes d'investissement personnel, c'est quelque chose de c'est très restrictif si tu veux vraiment aller descendre très profond, comme il y a beaucoup de pression. L'accident est vite arrivé, etc. Donc, bon, D'accord. ça demande. Si tu veux vraiment performer dans l'apnée, il faut avoir une diète de malade, il faut vraiment consacrer sa vie à ça, quoi. Voilà. Et Ça j'avais me d'autres projets. ouais. Ça me fait penser que je me trompe pas, c'est Le Grand Bleu, le film, Ouais, sur exactement. Ouais, le Grand Bleu, ouais. c'est un des films qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, vraiment sur ça et justement on voit dedans, tous les sacrifices qu'il a dû faire pour, arriver, à ses fins et le film, il est très émouvant sur ces parties-là. Tu parlais de grandir, et ton amour pour la mer et où est-ce que tu as grandi du coup? Alors moi, j'ai grandi à Valence, dans la Drôme. J'ai passé 18 ans là-bas, donc plutôt en extérieur, faire des sports, hein. Je commençais par le judo, mais après du tennis et plein d'activités extérieures. Et j'ai fait 18 ans là-bas, et puis j'ai fait un lycée sportif, des classes vertes, tu OK. vois. Donc toujours pas mal dans le sport. Et puis, enfin même collège d'ailleurs, collège sportif aussi. Et puis ensuite études. Et là, études, il fallait chercher une ville un peu plus grosse. Donc Paris, j'ai commencé mes études à Paris. D'accord. J'ai fait une partie à Montpellier. Je suis retourné à Paris pour finir un master. Et, euh, et me voilà encore à Paris. Ouais et ça Ouais. va, enfin, en termes de train de vie, ça te manque un petit peu les grands espaces ou, Ouais, tu t'es, ouais, ouais. Ouais, ça manque beaucoup. C'est un vrai sujet que j'ai avec ma femme, auquel on discute depuis longtemps. Mais euh, là, on attend un enfant, super. le premier. Voilà, grande nouvelle. Félicitations Ouais, déjà merci beaucoup. et à elle surtout aussi. Ouais. Écoute, pour l'instant, ça se passe bien. On est content. Mais du coup, bah, ça me fait réfléchir un petit peu plus à l'avenir et à où est-ce que j'ai envie Bien sûr. qu'il évolue. Moi, j'ai eu cette chance de grandir. Il y avait des champs de pêcher derrière chez moi. On allait faire des balades en vélo. On faisait du quad. On faisait les condors, quoi, toute la journée, tout le temps. Et bah, à Paris, ça me manque beaucoup. Alors, on a la chance de bouger pas mal les week-ends. Et mes parents sont toujours un peu dans le sud. Mon frère habite, pour le coup, en bord de mer, à Bormes-les-Mimosas. Et la mère de ma femme habite en Normandie. Donc les week-ends, on essaie de s'échapper un peu de Paris, Mmh. d'aller récupérer un peu de nature, recharger les batteries. Mais voilà, c'est un sujet sur la table où on se dit que voilà, moi j'ai grandi dans cette atmosphère qui m'a apporté tellement que je ne peux pas envisager que mes enfants puissent ne pas en profiter, quoi. Ouais, c'est un débat qui est assez intéressant. J'en parle souvent aussi avec mes amis d'enfance, Mm. dont un qui, va avoir son deuxième enfant et je lui passe le bonjour à Nicolas et on parle souvent de là où on pourrait vivre plus tard. Moi, en ce moment, souvent en vacances, je vais à Osgore avec ma compagne et à chaque fois, on tombe encore plus amoureux Ouais. des grands espaces, la plage et tout. Même si c'est vrai, en France, tout est étoilé vers Paris, mais bon, peut-être que ça commence à changer. Bordeaux, ça prend un peu plus de valeur, mais Ouais, et il puis faut voir, il y a il faut peut-être un voir. temps pour tout aussi. Alors chaque personne est différente, mais moi je sais que j'ai adoré Paris. C'est un rêve de venir à Paris faire mes études ici. J'ai rencontré plein de monde. Il y a un écosystème qui est tellement riche à Paris, surtout quand tu entreprends. Tout va plus vite. Il y a des projets partout, il y a des lieux partout. Hmm, C'est extraordinaire tout ce que tu peux faire à Paris. Mais c'est clair que c'est pas le grand air, quoi. Voilà. c'est clair. Il y a plein de choses. Mais donc moi, j'ai kiffé aussi faire la fête à Paris. Mais voilà, maintenant que j'envisage un futur plus familial, etc., tu vois, je me demande si je peux pas de temps en temps venir le week-end à Paris, mais la semaine, Ouais, être à inverser du l'extérieur, coup les temps. inversé. Ouais, exactement. Je vois. Parlons de Paris, parlons un petit peu d'un sport qui t'est venu peut-être un peu plus tard Mm. et que tu as pratiqué notamment au Temple Noblard à Ouais. Paris, Mm. la boxe. Et la boxe. Pourquoi Ouais. la boxe? Quand la boxe et ensuite pourquoi au Temple aussi? Bah, la boxe, grande histoire. Assez drôle d'ailleurs, comme la façon dont j'ai commencé la boxe. Euh, j'ai toujours voulu faire de la boxe depuis tout petit. Et mes parents ils Ok, m'ont dit c'est mort. Tu fais ce que tu veux, mais tu te tapes pas à la boxe, c'est mort, c'est mort. c'est sûr. Et donc pas de boxe. Et je pars, quand je faisais mon bachelor à Montpellier, on avait une année en stage d'entreprise et je trouve un stage à New York. Je pars aux États-Unis, j'ai 20 ans, parce que je suis même pas encore majeur à l'époque aux États-Unis. J'ai 20 ans, je suis dans une boîte qui vend du chocolat au siège, etc. Et le siège est à Brooklyn. Je m'installe là-bas et j'étais au troisième niveau d'un building à Brooklyn. Et au premier niveau, il y avait le stock, tu vois.
Et il m'envoie aller chercher 2-3 trucs dans le stock, etc. Et puis au bout de la 2 ou 3e fois, j'entendais pouf, pouf, pouf résonner dans le couloir. Je me dis: «Putain, c'est quoi ce bruit?» tu vois? Donc j'avance et au fond, il y avait 2 grosses portes en fer. Je pousse les portes et là, il y avait une salle de boxe qui s'appelle Gleason Gym. Ah non! Tu connais? Voilà, qui est une salle OK. emblématique, tu vois, de la côte est. Et c'était dans le building dans lequel je bossais, quoi. Et alors là, je Dingue. me dis: «Putain, je viens d'arriver, mais là, c'est bon, la boxe, c'est tout droit, quoi». Et j'ai commencé comme ça. L'avantage aux États-Unis, alors peut-être dans d'autres endroits, mais c'est en gros, je rentre dans la salle. Donc la salle, elle est immense. Il y a 3 rings, il y a 15 coachs. Petit à petit, j'y vais une, deux fois. Et puis en fait, je rencontre un coach sympa. Il me dit: «Bon, bah, si tu veux, je te prends avec moi». Et en fait, c'était que du coaching 1v1, tu vois, avec le coach, que du cours particulier, en gros. Et j'y allais 3 fois par semaine. Et ensuite, j'étais entre guillemets son poulain, tu vois. Alors, petit poulain, mais voilà. En tout cas, j'étais considéré, tu vois. Et donc, voilà, il était derrière mon dos. Et du coup, en termes de progression, d'avoir du cours particulier, ici Ouais. comme ailleurs, en France aussi, en fait, tu progresses beaucoup quand tu as un coach qui se met sur toi et qui t'aide à travailler des points techniques, etc. Et qui te corrige. Euh, et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai fait 1 an à fond. Du coup, je pensais que j'allais prendre du poids parce que je vais au stage, je mange des burgers, des machins. En fait, j'ai perdu 4 kilos. Je suis rentré, j'étais fit de ouf parce que j'ai fait du sport tout le temps. Ouais. Et j'ai adoré. Et c'était, tu vois, je m'entraînais. Il y avait Miguel Cotto à l'époque qui était à son prime, qui s'entraînait sur le ring à côté. OK. J'ai l'impression d'être, tu vois, dans un rêve, quoi. C'était dingue. Pour la petite histoire, Gleason Gym, enfin, Boxing Gym, c'est une des salles qu'a fréquenté Mohamed Ali. Et il y a Ouais, aussi ses gants qui sont exact. du coup exposés Ouais, je pense que je suis pas allé, mais on m'a dit que c'est à l'entrée ou en tout cas dans ouais, un des ouais. espaces de la salle. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un espace vidéo. Enfin, tu sens que c'est une des mecs de la boxe, quoi. Tu as des photos, des vidéos de partout, de Ali Tyson. Tout le monde est passé. Enfin, surtout maintenant, je sais pas sur les boxeurs actuels, mais en tout cas, tous les grands boxeurs qu'on a en tête, enfin, moi, avec qui j'ai grandi, etc., ils sont passés par là-bas. Et, euh, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir. Il y a des ceintures partout, des posters partout. Il y a même une bibliothèque, une forme même de vidéothèque où en fait il y a tous les combats. Et c'est un truc immense où tu as des cassettes et tu as tous les vieux combats, etc. Et en fait, c'est là où c'est un endroit où qu'ils utilisaient pour s'entraîner, regarder les combats, typiquement avant de préparer un combat Ouais, contre un adversaire, de regarder ses anciens combats. Ils se mettaient dans cette petite salle et c'était dingue. Ouais. c'est fou. Et New Ouais. York, du coup, parce qu'on parlait de Paris juste avant, Ouais. quel Bah souvenir ça m'a écoute, c'est gardé? New York, j'ai adoré moi, parce que tout comme j'ai adoré Paris à 20 ans, 21 ans, on arrive, on est petit français, et puis voilà, c'est une ville qui va très vite. Moi, j'ai eu la chance de m'accrocher à un sport tout de suite, tu vois, j'ai eu Ouais. la boxe, etc. Donc quelque part, j'avais une routine qui était assez saine et je faisais beaucoup de sport et finalement, je mangeais assez bien. Et en fait, quand tu fais du sport, tu te rends compte que ton corps demande des bonnes choses aussi, tu vois. C'est aussi un cercle vertueux, je trouve. Et, euh, non, moi j'ai adoré, j'ai appris plein de choses sur la partie business là-bas. Et puis j'ai découvert la boxe, je me suis fait plein de potes que j'ai encore aujourd'hui, que je vois encore aujourd'hui. Et c'est une ville extraordinaire, New York aussi. Ouais. Ok. Reparlons un petit peu de Paris et de la boxe, Mm. comment tu l'as pratiqué au temple et notamment des white collars. Je crois que t'as Ouais, participé ouais, ouais, et j'ai t'as même fait. été gagnant. Ouais, 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 j'ai Yes. fait. Alors du coup, bon, pour continuer un peu l'histoire de la boxe Ouais. rapidement, donc je rentre des États-Unis, j'ai Mhm. évidemment envie de continuer à fond. Je rentre à Paris. Et là, j'essaye 3 salles différentes. Je ne vais pas les citer, mais voilà, Ouais, des bien salles sûr. qui m'ont pas trop plu personnellement, parce qu'en fait, j'étais tellement éloigné de ce que j'avais vécu. C'est des petites salles, 20 personnes, un coach. Tu vois, il y a des salles, je me suis entraîné 4 mois, je posais des questions et que j'étais de progresser. Le coach, il connaissait même pas mon prénom au bout de 4 mois, tu vois. Donc, ça m'a un peu dégoûté. Et j'ai arrêté j'ai essayé plusieurs salles, ouais, 3 salles. Et puis ensuite, j'ai arrêté pendant 3-4 mois. Et puis après, j'ai découvert le temple. Et là, ça a été un peu ça a été voilà le déclic. Je suis reparti un peu comme en 40, tu vois. J'ai ressenti un peu ce truc-là que j'avais senti aux États-Unis avec de la proximité vers les coachs, des petites salles et possibilité quand même de monter à un niveau pas mal. Où à l'époque, il y avait encore au temple des entraînements white collar. On pouvait tourner avec les coachs. Euh, et il y avait voilà des coachs des anciens champions du monde qui mettaient les gants avec nous et ça tapait assez fort. Donc on avait quand même on pouvait aller chercher un peu ce niveau compétition. Euh, et donc, du coup, bah, je suis allé le chercher. Je me suis dit, voilà, et maintenant, la prochaine étape, c'est monter sur le ring pour de vrai et essayer de voir ce que tu vaux face à un mec que tu connais pas, qui est pas de ta salle et qui a envie de te tuer, quoi.
Clair. Donc, j'ai un pote qui habitait à Londres et qui me dit: «Écoute, je vais m'inscrire à un truc qui s'appelle le White Collar, voilà, c'est un combat, c'est des petits combats de 3 fois 2, 3 rounds de 2 minutes, Mmh. mais intensité à fond, recherche du KO et voilà, let's go». Et donc là, bah, me voilà signer le contrat et me taper contre un British, que j'avais jamais vu et voilà. Et là, je suis rentré un peu dans un truc, une période que j'ai grave kiffé, c'est la période de préparation. J'allais venir, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable parce que moi, j'ai toujours eu un peu ce petit regret de pas avoir été sportif de haut niveau. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me dis: «Peut-être si je m'étais focus sur un sport tout petit, Mmh. je pense que j'aurais pu avec l'énergie et cetera, j'aurais aimé, tu vois, être Ouais, grave. reconnu comme étant bon dans ton sport et tu vois et voilà et être quelqu'un dans le milieu, tu vois, de ce sport-là et c'est un petit regret que j'ai, et là, bah, je me suis dit: «Vas-y, mais let's go, là, il faut que je sois préparé comme jamais pour ce combat, je peux pas perdre». Motivé aussi par l'appréhension de perdre et de se faire mal et tu vois, de se prendre un KO, tout ça, donc là, je me mets 4 mois d'entraînement intensif, jusqu'à 5, 6 entraînements par semaine. Et là, je vais loin, quoi. Diète, cryothérapie, j'essaie de faire vraiment comme les sportifs de haut niveau. Et j'arrive là-bas, en fait, je suis surpréparé. Et le mec en face, il s'était préparé 2 mois, mais peut-être 30% comme moi. Tu vois, 30% Ouais. voilà, comme mon entraînement à moi. Et voilà. Et donc, il y avait un écart de préparation et de niveau un peu. Et donc, j'étais avec Crimo à l'époque, c'est lui qui m'avait préparé. OK. On est monté là-bas. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais, carrément. Ouais, très bon crimo et j'avais pris avec moi, j'avais motivé un mec qui était au temple, qui s'appelait Pierre-Louis Massoutier D'accord. et heu et il avait fait, c'était un peu le boss des galas du temple. Il en avait fait 7. Ils avaient quasiment tous gagné. Je crois qu'il en a gagné 6 et un draw, je crois il était un peu l'imbattable du temple, tu vois, dans sa catégorie. Et donc, et puis je le rencontre, on fait quelques entraînements ensemble. Il était entraîné par Crimo aussi. Et du coup, il se chauffe et il dit: «Vas-y, je monte aussi». OK. Et donc, on fait le combat avec lui. Et donc, lui, après, a continué. Il en a fait 2 autres. Et il allait chercher une ceinture de championship. D'ailleurs, c'est une ceinture qui est au temple de Molière, toujours. Ah, mais je vois c'est Tu vois cette laquelle? ceinture D'accord, ouais, WCB, ouais, je vois là? très bien. Voilà, en middleweight. Et il est retourné 3 fois avec Crimo. Et il allait détrôner un peu le mec qui avait c'était un Espagnol d'ailleurs qui avait la ceinture. Et, euh, et voilà. Et moi, je me suis arrêté à ce premier combat que j'ai gagné. J'étais super préparé. Euh, j'ai kiffé l'entraînement et j'ai eu un petit blocage pendant le fight parce que en fait, à ce niveau-là, je trouve, d'intensité et de recherche du chaos, il faut qu'au fond de toi, tu aies une vibe de méchanceté, tu vois. Et je Mmh. trouve que moi, j'aurais jamais pu être un champion de boxe, c'est impossible, tu vois, impossible, parce que tu montes sur le ring, il faut avoir envie de terrasser l'autre. Le but du jeu, c'est d'éteindre le cerveau du mec, tu vois. C'est clair. Là, on passe au-dessus du fair play, du sport, de tout ça. Et je trouve que la boxe, il y a ces deux aspects. Tu peux faire de la boxe à bon niveau, tu peux faire les galas du temple, tu peux t'entraîner beaucoup, etc., sans avoir envie de blesser et de faire mal. Pour moi, je trouve que voilà, quand tu arrives sur un combat au KO, en gros, euh, il faut avoir envie de finir le mec, quoi, tu vois. Et moi, je me suis pas retrouvé là-dedans, c'est drôle. Tu vois, premier round, je vois bien que je suis devant, il saigne, etc., machin. Et deuxième round, je me dis, je me retourne vers Crimo, je lui fais: Crimo, je vais ralentir, je vais assurer la victoire. Crimo, il fait: non, non, mais va chercher un KO, ramène un KO à la maison, etc., même au corps, mets un KO au corps, etc. Et moi, si tu veux, j'ai pas eu envie, tu vois, parce que le mec, je le voyais, il était là, il y avait ses grands-parents au premier rang, avec sa famille, tout ça. Et je me suis dit: voilà, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller pousser l'humiliation, tu vois, et de le mettre KO alors que je peux peut-être juste sécuriser une victoire Mmh. et tu vois, et pas regretter. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai failli me prendre un KO au troisième parce que du coup, Parce j'avais que baissé, ouais. ouais, j'avais baissé un peu la garde. Et il m'a éteint la lumière. Je suis resté debout, mais il m'a bien fait vaciller. Et voilà, c'était peut-être une erreur de ma part et ça aurait peut-être pu me coûter la victoire, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle, les mots de Khabib Nurmagomedov, Ouais, du coup ancien champion UFC qui avait pris sa retraite, à son prime, également. ouais, ouais. Et c'était lors de son combat contre Justin Gaethje, qui est toujours à l'UFC, et Mm. un grand combattant, malheureusement jamais été champion de sa caté. Et lors du deuxième round, ou du premier, il faut que je me rappelle exactement, mais je pourrais pas me rappeler de quel round, mais il y a eu un des premiers rounds en tout cas, où il aurait pu le soumettre. Il aurait pu le soumettre, mais cependant, Ah, c'était une clé de bras. ouais, Pour être exact, je crois que c'est une Kimura. d'accord. Et il dit en interview après combat qu'il n'a pas voulu continuer la soumission parce Ouais, qu'il a vu
les parents de Guedes juste en face de lui, en dehors de la cage. Donc il a laissé passer le combat et au final il l'a soumis, Ouais, mais avec donc une guillotine pour d'accord. l'endormir. Et il a Ouais. dit, et il a dit comme ça, il a dit, je préférais l'endormir que de lui casser le bras. Ouais, bah ouais. Ok, mais donc même à ce niveau-là, pour te répondre, Ouais. même à ce niveau-là, par moment, il y a quand même encore ce regard où au final, on est un peu mal à l'aise lorsqu'on met KO drastiquement et de manière un peu limite son adversaire. Ouais. Où tu as la scène de Canelo qui met KO Kovalev et tout le monde crie et lui, il fait signe Ouais. d'arrêter de crier parce Respect, qu'il voit qu'il est, bien il sûr. est endormi, quoi. Donc, Ouais, c'est ouais, un petit peu ça. Mais ouais. après, ce que tu as vécu, moi, j'aime bien faire ce parallèle avec la boxe dans la vie de tous les jours. Mm. C'est malheureusement parfois quand tu manques de méchanceté ou en tout cas quand tu lâches un peu du lest, Ouais, c'est là où en face on se permet après. bien sûr. Et donc c'est un juste milieu à trouver. Mm. C'est difficile à trouver dans la vie, mais c'est comme dans la vie où quand tu es trop gentil avec quelqu'un, Mm. que tu donnes le bras, après la personne elle prend tout le corps, ou l'inverse, tu lui donnes ça à ta main parce que tu te dis bon allez, et elle Ouais, prend tout le bras. ouais. Moi on y reviendra à la gratitude parce que je pense on pourra parler un peu de ton association notamment. Ouais. On reviendra sur ce sujet-là. Là juste, quel est tu as parlé de Crimo, quels sont tes souvenirs les plus marquants avec tes coachs de boxe ou même tes coachs en apnée? Alors en apnée, mon apnée, j'ai pas fait autant d'apnée que de boxe, hein. Mhm. Boxe, j'ai commencé, tu vois, quand j'étais aux États-Unis, c'était en 2012. Ça fait 13 ans maintenant. Donc j'ai quand même beaucoup plus de souvenirs. L'apnée, c'est aussi quelque chose de très perso. Tu t'entraînes petit à petit de ton côté. Il y a beaucoup moins Ok. de cet aspect coaching, même si dans les stages que j'ai fait, tu as évidemment des coachs qui t'apprennent plein de choses. Mais non, non, plutôt en boxe. Plutôt en boxe. Moi, ce que j'ai aimé, et c'est là, je trouve, une des grandes forces du temple, c'est la qualité des coachs. Et si tu veux, contrairement à certaines autres salles à Paris où tu as des classes de 15-20 personnes, quand tu as une classe de 8, tu vois, et que tu te présentes en début de cours et que le mec, au bout de 2 minutes, il t'appelle par ton prénom, c'est des choses simples. Mais en fait, tout de suite, tu as l'impression d'être introduit et tu as l'impression que voilà, t'es respecté. Et donc, voilà, moi, je me souviens un peu des. Alors, je suis au temple, moi, depuis, je crois, 2017, tu vois, Mhm. donc ça fait quand même un peu de temps. Et j'ai gardé des super relations avec les premiers coachs avec qui je me suis entendu et qui m'ont entraîné et avec qui, voilà, on s'était mis des objectifs ensemble. Euh, et, euh, et alors, bon, maintenant, il y a toujours un peu de turnover. Évidemment, il y en a qui sont là, il y en a qui sont plus là au temple. Mais certains que j'ai gardés comme très bons potes, avec qui je fais parfois des séances en extérieur ou des petits Mhm. sparring avec d'autres gars à eux, etc. Euh, et, euh, et ouais, je trouve que ça crée des liens. Et puis en fait, la boxe, c'est quand même un sport qui est difficile physiquement. Quand tu t'investis beaucoup, tu vas toujours te mettre dans le rouge. Et c'est comme ça que tu travailles ton cardio, etc. Et je trouve que voilà, quand tu partages ces moments avec des coachs, c'est des moments quelque part qui restent un peu gravés et qui créent du lien, en fait, je trouve. Mm. Ça me fait penser à. J'avais fait un épisode avec Sixtine Ouais. Moliberto, et elle parlait Mm. de ça, notamment du lien émotionnel qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir avec un coach. Mm. Et Mm. notamment dans la boxe, où, au final, on est très souvent dans le dépassement de soi, pour pas revenir sur ça. Mm. Et on a des personnes qui sont passionnées derrière et qui nous poussent à se dépasser. Et moi, ça me fait toujours penser à ce que mon coach, un jour, il me dit c'était au critérium des novices. Donc, je m'en rappelle, j'étais en train de perdre et j'ai perdu ce combat-là. Et il me dit là, tu es en train de perdre, en fait. Là, tu es en train de perdre, là, Ouais. en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ou tu continues? Je lui dis non, on continue. Non, mais si tu continues, rends-moi fier, s'il te plaît. Parce que moi, là, je suis venu, je me suis levé pour toi. Ouais. Bah Oh, ouais. ça m'a réveillé. J'ai Ouais, gagné mon troisième round, mais ouais, c'est trop tard. c'était trop tard. Mais Ouais. ça m'a réveillé. Et c'est des moments comme ça. Parce que quand il m'a dit ça, dans son regard, j'ai vu tout. J'ai vu les années. Ouais. Bah, c'est venu d'un clic. J'ai vu tout ce qu'on a fait ensemble, les voyages, Ouais. les souvenirs. Et donc, il y a ce lien. Et ce Ouais. lien par le dépassement de soi. Et Mm. c'est ça Mm. qui est hyper cool. Et je pense que c'est ça que tu as dû ressentir aussi. Ouais, et puis moi j'ai aussi, ça me fait penser un peu une petite anecdote comme ça, alors un peu différente, mais mon dernier combat, si on peut appeler ça un combat, Ouais, j'allais venir. qui était au temple, au gala, je devais combattre un mec avec qui on avait fait un match test, etc. Et il abandonne, alors je crois qu'il s'est blessé pour le coup. Euh, et donc Jérémy me dit, voilà, et en plus c'était pour Epic, la fondation Epic. Donc on devait lever une cagnotte, etc. Et essayer de faire, de récolter des dons pour une association. Et voilà, et il y avait eu un partenariat, donc Epic et le Temple, pour cet événement-là. Et, euh, et donc la première personne contre qui je devais combattre est forfait. Je refais un match test avec une autre personne. Elle me dit non, je veux pas.
2, 3. Jérémy, je fais 3 matchs test avec Jérémy. Et il y avait personne à ce moment-là au temple qui était soit dispo, soit qui avait envie de mettre les gants avec moi ce jour-là. Et voilà, et moi je dis à Jérémy, putain, moi j'ai vraiment envie de le faire, je suis préparé. Et en fait, on se retrouve à 2 semaines avant le combat. Et bref, on trouve pas d'adversaire en tout cas au sein du temple. Et je lui dis, écoute, moi je suis prêt à monter même avec un coach, même si je me fais terrasser et tout. Ce sera une bonne expérience. Et au contraire, boxer avec un mec, il n'y a rien de mieux que bosser avec un mec qui est meilleur que toi en fait. Ça élève ton niveau. C'est comme au tennis, tu vois. Au tennis, il renvoie la balle vite, tu t'appuies sur la puissance et c'est plus simple de bien jouer. En boxe, c'est un peu pareil aussi, je trouve. C'est plus fluide et tu as l'impression de produire une belle boxe. Et donc, je lui dis ça un peu en rigolant. Je lui cite quelques noms en mode voilà, il y a lui, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit non, c'est impossible, sauf si c'est avec ton coach à la limite. Et à ce moment-là, c'était Léo qui m'entraînait, à qui je passe le bonjour aussi, parce que Également, c'est je un lui grand passe un frérot, grand Léo. bonjour. Et on a passé beaucoup de bons moments ensemble autour de la boxe. Et donc Jérémy demande à Léo, il lui dit écoute, est-ce que ça te tente de monter sur le ring avec Quentin en mode exhibition? On va pas faire un combat, on va pas aller chercher une victoire et une défaite, mais en tout cas on monte en mode exhibition et vous faites voilà, le meilleur show que vous pouvez produire. Et donc on passe en dernier combat de la soirée. Et voilà, et Léo qui a fait plein de combats amateurs plus jeunes et qui était voilà, qui était pas monté sur le ring depuis longtemps aussi. Donc je sais que c'était un challenge pour lui. Et puis voilà, c'était toujours un peu délicat aussi de se dire je monte avec un élève. Euh, à la fois je peux pas perdre, je peux pas montrer que je perds, et à la fois je peux pas le terrasser. Donc pour lui Ouais, il y a un c'était tout. ouais, c'était dur. Et je le remercie d'ailleurs d'avoir accepté parce que il avait tout à perdre pour le coup. Et bon après on se respecte tellement et on est de très bons potes. Donc en fait je pense qu'on a produit plutôt un joli combat. Euh, et donc voilà, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de perdant. Mais tu vois, on est allé jusqu'à là avec un coach quoi, devant 600-700 personnes et avec toute cette pression aussi qui est là quand tu montes sur le ring. Quoi. Et voilà. Et ça, c'était mon dernier combat et que j'ai bien kiffé. Ouais. Je me rappelle, j'étais là. T'étais là? Ouais, j'étais clairement Ouais. là, j'étais au bord du ring. J'étais Ah, au bord du ring, je voyais, et c'était magnifique. On se sentait dans les échanges, les sourires, Ouais. parfois entre vous Ouais. deux. C'était assez plaisant à regarder parce qu'on voyait qu'en fait, vous preniez du plaisir. Limite, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, vous voyez plus ce qu'il y avait autour. Vous étiez concentré sur l'instant présent Ouais. et Ouais. juste kiffer votre moment, quoi, Ouais. parce que vous êtes en train de partager une passion ensemble. Bah, c'est ça, c'est aussi ça la boxe, je trouve, quoi. C'est, tu vois, pour mettre un peu de côté ma première expérience en white collar, où là, pour le coup, je trouve qu'il y a un besoin d'aller monter en compétition, entre guillemets, et au chaos, c'est il faut, à mon avis, des cases en plus. Moi, je m'y suis pas retrouvé personnellement. Ça m'a pas empêché de continuer de m'entraîner à fond. Ouais, Si je bien sûr. referais mon combat de white collar, c'était il y a peut-être 5 ans. Aujourd'hui, j'ai énormément progressé, mais je le ferai différemment. Mais tu as aussi cet aspect-là de la boxe aussi, quoi. Et c'est en fait pouvoir potentiellement même se faire mal, se blesser l'un l'autre, mais prendre du plaisir à le faire des deux côtés. Et en fait, d'avoir tellement ce fair play, ce respect. Et c'est quand même le but du jeu de toucher l'autre, quoi. Donc voilà, c'est un sport un peu débile quand on y pense. Tu vois si tu as envie Ouais, de faire mal à personne et que le but c'est quand même de le taper, bon. Mais mais ouais, on a passé un super moment pendant ce combat. Et voilà, et moi je me souviens que sur les petits accrochages et tout, il me faisait des petits bisous, tu vois, en mode comme si, voilà, ouais. et, euh, et, euh, et ouais, c'était un grand moment, ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. Ça me fait penser à ce qu'a dit Samuel Eto'o dans un des épisodes de The Bridge avec Chouameni. Il dit à Cédric Doumbé, mais pourquoi vous vous tapez dessus en fait? Il t'a Ouais, rien fait, le monsieur! J'étais mort de rire. Et puis ouais, il dit c'est ça à ça. Cédric Doumbé qui est connu Ouais, pour tu sais, mettre des ouais, KO à tout va. ouais, Et c'est clair. Cédric qui est mort de rire et qu'après il essaye de lui trouver une réponse assez, on va dire, cohérente. Même Ouais. si parfois au final, c'est vrai que on se rend compte qu'au plus haut niveau dans la boxe, Mm, mentalement, ça demande un état d'esprit et parfois un vécu. Il mm, faut aller rechercher ouais, différent des ouais, autres. Et il faut aller chercher ce truc en soi ouais. qui est un peu animal, comme on disait juste avant, et voire méchant en soi, mais animal surtout. Bah, Canelo, il parlait d'être, on va ouais, dire, beer's mentality, c'est mentalité d'ours, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Tyson aussi a beaucoup parlé de ça. Et d'ailleurs, quand il y a beaucoup d'interviews où il dit qu'il se déteste son propre prime à lui, il veut pas le voir, quoi. Il aimerait l'oublier, quoi. Parce qu'en fait, il regrette d'avoir été si méchant. Et il se rend compte qu'en fait, il était là pour tuer, il a fait du mal. Et ça se voit que c'est un truc qui l'a touché, quoi. En grandissant, en vieillissant, il se rend compte que il me dit je veux plus cette personne, quoi. L'ancien Tyson qui montait sur le ring et qui avait envie de tuer. Voilà, c'était un chien de guerre, quoi. Tu vois, il était préparé pour tuer. Et maintenant, plus âgé, voilà, il regrette un peu cette période aussi. Il dit je veux plus être cette personne. Je suis plus du tout cette personne, quoi.
Donc, Quel est le boxeur, toi, qui t'a le plus inspiré? moi, j'aime bien, j'aime les boxeurs qui sont assez propres. Lomachenko, typiquement, tu vois, que j'ai beaucoup aimé. Euh, Tyson, c'est voilà, je regardais les combats quand j'étais petit avec mes parents, etc. Donc c'est un truc, mais tu vois, il m'a toujours fait flipper, quoi. Pour moi, C'est flippant. c'était un monstre. Les combats de Tyson, quand tu regardes, c'était le boss, quoi. Euh, mais non, non, sinon Canelo pas mal aussi pour la boxe propre et tu vois vraiment l'impact et, euh, ouais, j'aime de manière générale des boxeurs qui sont assez mobiles, tu vois, du buste, même des jambes qui ont un bon jeu de jambes, qui se déplacent Mhm. beaucoup. Alors Ali, c'est encore autre chose, mais très aérien. Tu vois, Canelo, Lomachenko, c'est peut-être plus des petits pas et de la boxe presque un peu à la cubaine, tu vois. Mhm. Euh, donc ouais, moi j'aime beaucoup cette boxe et je me suis beaucoup inspiré. Et en fait, j'ai essayé de créer une boxe un petit peu autour de ça aussi, avec beaucoup de déplacements. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup entraîné avec des professeurs et des coachs aussi qui, eux, boxent un peu de cette manière-là, parce que j'avais envie de m'inspirer. Bien sûr. Et je trouve ça cool avec des établissements comme le Temple, c'est qu'en fait, tous les coachs sont différents. C'est Ils ont vrai. tous un type de boxe différent. Et je trouve que 100% des coachs, il y a des choses à apprendre. Et qu'en fait, si tu arrives à te nourrir du meilleur de chacun, tu vois, le jeu de jambe de l'un, le jab de l'autre, etc., la stratégie d'un troisième, et ben en fait, je trouve que tu peux devenir un boxeur assez complet aussi. C'est un avantage et souvent je le dis. Après, au niveau commercial, ça peut peut-être être perçu bizarre, mais Mm. j'ai souvent dit aux personnes que moi j'ai suivies en coaching privé il faut justement au moins une fois tester différents coachs, avoir Ouais. leur approche, avoir leur avis, Mm. tester des cours. Enfin, moi, une fois, il y a une personne qui me dit ah, j'aime trop tes cours de technique. Mm. Mm. Et je lui dis t'as déjà fait un cours avec. Enfin, je parlais de Quelqu'un d'autre. Lionel, pour le citer. Je lui dis t'as déjà fait un cours avec Lionel? Ah non. Bah, il est gaucher, il est aérien, ça, tu as beaucoup aimé. Mm. Je lui dis, et puis aussi, si tu t'aimes bien le pied-point, fais avec un tel. Et puis, il y a Christopher. Voilà, je passe au genre Ouais. à mes gars aussi, mais Ouais. vraiment Ouais. tout le monde. Il y a Yamani au pied-point. En Mm. fait, prends ce que tu as à apprendre, comme tu dis, Ouais, c'est ça. façonne. Et ça me fait penser à ce que Floyd disait, où lui, comment il arrive à concevoir son style et son histoire. C'est il a pris Ali, Sugar et Robinson, il a pris Sugar et Leonard, il a pris qui on veut, même derrière Tyson. Mm. Mm. Il les a tous mis dans une pocket, comme il disait. Ouais. Il a Il mis a un tout mélangé. shaker comme ça. Ouais. Ouais. Et ça a donné Une Floyd. Et bien recette. sûr, tu rajoutes son père aussi dedans, Ouais, parce qu'il y a forcément. l'impact familial. Ouais, ouais, Donc ouais. ça revient à ça. Pour parler de Floyd, ça parle de coup d'œil. Ça parle Mm. d'instinct, Mm. de réactivité. Mm. Est-ce que toi, tu laisses place à l'intuition dans ta vie pro comme perso, comme on peut en laisser place dans le sport? Mm. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je crois qu'il faut. Alors, encore une fois, je pense que l'intuition, ça se teste aussi. Je sais pas si tout le monde a tout le temps des bonnes intuitions. Je sais pas, mais moi, je pense que souvent, une idée, ça vient aussi de ça, d'une intuition, ça peut venir d'un constat et plus d'une intuition. Et voilà, l'intuition, c'est lié un peu avec le futur. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas sûr de se produire, quoi. Et puis ça fait partie aussi un peu ça rejoint un peu la prise de risque, de se dire voilà, moi je Mhm. pense que ça sera comme ça. Évidemment, il faut essayer de la limiter au maximum, c'est-à-dire de se renseigner, de faire des études. Si tu veux lancer un business, c'est essayer d'étudier ton marché. Si tu as une intuition comme quoi un marché va tourner dans cette direction et que en fait les consommateurs vont plutôt adopter tel type de produit alors qu'aujourd'hui c'était ce type de produit-là, que le marché va un petit peu pivoter, et ben, il faut essayer évidemment d'alimenter tout ça avec le maximum d'études, de tout ce que tu peux trouver sur Internet. Maintenant, il y a des outils comme ChatGPT ou etc. qui peuvent en fait te faire une recherche monstre instantanément. Donc, euh, donc ouais, moi j'ai toujours suivi un petit peu mon intuition. Parfois, ça m'a coûté. Moi, la première boîte que j'ai créée, elle s'est cassée la gueule parce que voilà, j'avais l'intuition. Alors, c'est juste pour resituer un peu, c'était dans le secteur de l'automobile et Mhm. c'était une plateforme de mise en relation entre les automobilistes et les carrossiers, où on permettait aux gens de pouvoir obtenir des devis de réparation pour leur voiture sur la base de photos. Donc en fait, tu envoyais une photo de ta portière qui était Bien rayée, sûr. et tu recevais 3 devis de réparateurs autour de chez toi, tu pouvais prendre rendez-vous en ligne, etc. Et je crois toujours en ce business d'ailleurs qui a pas marché, mais je me dis comment c'est possible que ça n'a pas marché. Ça n'ait pas marché. Et bon, mon intuition c'était que voilà que ça allait être un peu la next step, en tout cas dans le marché de la carrosserie.
C'était peut-être un peu tôt. Voilà, on a fait. Quand tu arrives quand tu es le premier à débroussailler un marché, hein, et que tu essayes de mettre de la tech, un peu de tech dans un marché qui initialement est plutôt équipé de clés à mollet, tu vois, de Clair. Ouais, clés à laine et voilà, de visseuses. Donc ouais, c'était difficile. Mais j'avais cette intuition, je suis allé jusqu'au bout. Peut-être que j'aurais pu réussir si j'avais fait différemment. On a essayé de pivoter plusieurs fois et finalement, ça n'a pas marché. Meilleure expérience, je pense, de ma vie, quelque part aussi, c'est de se dire on va tout droit. Il y a des gens qui me disaient qu'il fallait que j'arrête, d'autres qui me soutenaient à fond. Et puis voilà, ça n'a pas marché. Et puis il y a d'autres choses dans le futur qui ont mieux marché, quoi. donc Mm, tu laisses place à l'intuition et surtout là, je vois que tu prends l'échec comme aussi une manière de prendre des leçons mm, mm. et de pouvoir derrière continuer à avancer vers d'autres projets. Ça t'est venu après, tu as monté d'autres projets dans d'autres secteurs ou tu es resté quand même dans le même? Parce que j'ai l'impression que l'automobile, c'est un secteur qui, même Ouais. les voitures, qui te plaît. Bah, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'entrepreneurs. Mon père a racheté une petite boîte quand j'avais à ma naissance à peu près, en 1991. Et il l'a développé tout au long de sa vie, tout au long de ma vie aussi, du coup. Donc j'ai été un peu spectateur de ça et d'une boîte qui a bien réussi, qui est maintenant une assez grosse boîte. Et, euh, et rappelle-moi le début de la question. En Ouais, soi, ouais. c'est quel est le secteur que tu as choisi par la Ouais, suite? par la suite. Ouais, Ouais. ok. Euh, donc non, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose dans lequel voilà, j'ai grandi. Donc je me suis pas Hmm. trop posé de questions. J'avais envie de faire ça. J'étais passionné par ça. Donc j'ai essayé tout seul, fin d'études. J'étais encore à l'école, etc. D'essayer de lancer une boîte sur laquelle j'ai bossé 3 ans et qui finalement, au moment du Covid, s'est arrêtée. Et puis après, j'ai continué. J'ai essayé de trouver d'autres choses qui me plaisaient. Et en fait, moi, on m'a toujours dit, essaye d'entreprendre dans un secteur qui te plaît, quoi. Tu vois, essaye de créer ta vie de rêve, en fait, demain. Essaye de créer le métier dont tu rêves, qui peut être un métier qui n'existe pas. Tu es passionné je sais pas, t'es passionné de voiture, bah, essaye de regarder dans le monde de l'automobile quelque chose où tu vas te lever le matin et tu seras passionné parce qu'en fait, le truc te parle, quoi, et t'as pas l'impression de taffer. Hmm. Et donc, j'ai fait ça. Et puis ensuite, concours de circonstances au moment du Covid, etc. Bon, les taux étaient assez bas à ce moment-là, et donc je commençais à réfléchir à investir en immobilier, essayer de monter des sociétés qui pouvaient soit détenir des actifs et les louer, soit faire du marchand de biens, de l'achat-revente, etc. Et voilà, et j'ai trouvé des partenaires bancaires assez vite qui m'ont suivi et qui m'ont permis de me lancer un peu. Tu vois. L'immobilier, c'est aussi beaucoup ça, c'est essayer d'aller trouver des partenaires solides sur la partie financement. Et j'ai commencé comme ça. Et voilà, et maintenant je fais ça depuis 5-6 ans. Super. Et ça marche bien, mais c'est pas non plus un métier c'est pas non plus un métier qui m'accomplit complètement, quoi. Et c'est pour ça que du coup à côté j'ai créé mon asso, et c'est là où en fait je suis un peu dans cette démarche de recherche de sens aussi, tu vois. Investir du temps et certaines compétences et mettre un peu à profit aussi mon réseau, tout ce que j'ai pu accumuler pendant ces années de positif, et essayer de le mettre au profit de personnes qui en ont besoin. Ouais. Parlons, tu me fais une transition hein, C'était et pas mal ma parlons transition. et t'es T'as vu. parfaite. Parlons des Heroes Family alors. C'est une association, si j'ai bien compris, qui permet de créer des événements, qui crée des événements et qui, par la suite, réinvestit les bénéfices de ces événements dans des œuvres caritatives ou de tout type de projet. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai fait un peu d'événementiel, malgré moi, entre guillemets, depuis une dizaine d'années. Où, au début, j'organisais des teufs de 30-40 personnes. Et puis petit à petit, ça a pris un peu d'ampleur. Et on s'est retrouvé à 200-250 personnes chez moi. Puis à un moment C'est- donné, mes parents m'ont dit: non, mais t'es complètement malade, il va y avoir des morts à tes trucs et tout. C'est même en termes de sécurité, c'est plus possible. Donc, vous dégagez tous. Et donc, j'ai commencé un peu voilà, à le faire de manière un peu plus sérieuse et de me dire, OK, bah, je vais chercher un lieu que je vais louer, etc. Et puis voilà. Et donc, on a fait des événements qui devenaient assez balèzes et pendant lesquels on arrivait à générer du cash, tu vois. Et je me suis dit, putain, en fait, j'arrive à créer des événements et gagner de l'argent un peu avec ces événements-là. À côté de ça, moi, j'ai mon métier d'immobilier qui me convient, et je trouve que c'est un métier qui est bien et qui, voilà, quand tu fonctionnes bien, c'est un métier qui peut générer des profits intéressants. Et je ne cherchais pas une autre activité pour générer plus d'argent. Mais par contre, j'avais dans un coin de ma tête l'obligation de créer un jour une activité en lien avec les associations, tu vois.
Voilà. Et plus le temps passait, plus je me disais, putain, tu n'as rien fait, t'as rien fait. J'étais en train de me dire, si demain, je suis sur mon lit de mort et que j'ai pas fait suffisamment et que j'ai pas fait certaines actions pour aider les autres, je vais regretter, tu vois. Et je me suis dit toujours, ça a été un peu ma motivation première, c'était de me dire ça. Je veux essayer de faire le maximum de choses pour que si demain il se passe quoi que ce soit, je suis sur mon lit de mort, je me dise pas, j'ai pas de regrets, tu vois. Et du coup, j'ai enclenché. Et l'idée, c'était de créer un petit peu un bridge entre ces événements qui fonctionnaient pas trop mal et la partie associative que j'avais envie de créer. Et donc voilà, et donc j'ai créé cet asso qui s'appelle Heroes Family, qui organise plusieurs événements par an et sur un thème à chaque fois. Et 100% des bénéfices sont reversés à un projet associatif. Voilà. Et donc Heroes Family, ça sert à essayer de récolter un maximum de fonds. On ne fait pas de la demande de dons particulière. L'idée, c'est plutôt de se dire, toi, demain, tu veux aller à une soirée dans un festival quelconque, qui est Mhm. organisé par une société à but lucratif pour le coup. Moi, je vais essayer de te proposer une alternative où tu vas autant t'éclater. Je te demande pas de venir à mon événement parce que il est associatif. Tu vas venir à mon événement parce que l'événement te plaît en lui-même. Ok, on va créer des vrais événements sympas. On va pas chercher la pitié, on va pas demander aux gens de venir parce que c'est associatif. On pense que le projet réussira et arrivera à grandir de manière conséquente si on arrive quelque part à concurrencer le monde de l'événementiel, quoi. Et qu'en fait, si demain, un mec qui vient à mon événement et me dit mais moi j'en ai rien à foutre des associations, je lui dis il n'y a aucun problème. Ouais, grave. Tu as payé ton ticket, dedans il y a 20 balles qui vont aller à l'association, je reviens quand tu veux, tu vois. Et l'idée c'est d'essayer d'aller chercher auprès du plus grand nombre les sensibles et les non sensibles au sujet associatif. Euh, et voilà, et leur demander de venir et de pouvoir consommer quelques boissons, de payer un ticket d'entrée, acheter un t-shirt, etc. Et de pouvoir participer, en fait, sans forcément le vouloir pour eux, et de pouvoir essayer de rediriger un peu cette consommation, des choses qu'ils auraient pu dépenser auprès d'une autre entreprise, bah, de le faire pour une association, quoi. Mm. C'est super. Et un de vos leitmotifs, je crois que si j'ai bien compris, c'est aider n'est pas forcément un effort, c'est ça? Ne peut pas être Ouais, toujours un aider peut ne effort? pas être un effort. Ok. Ouais, bah, ça rejoint un peu ce que je disais là, c'est-à-dire que euh, tu vas payer un ticket d'entrée pour une soirée, tu vas acheter des verres. On t'a pas demandé de faire d'efforts en fait pour aider. Ouais, c'est clair. Tu vois, tu as acheté un verre que tu aurais acheté ailleurs, tu as payé ton ticket d'entrée que tu aurais payé ailleurs aussi. Et nous, on va essayer de récupérer cette marge qu'il y a là-dedans, dans tout ça et de le rediriger vers une association. Euh, on utilise aussi, nous, notre statut d'association pour limiter et essayer de payer le moins de choses auprès de nos fournisseurs. Donc, c'est aussi ça un avantage qu'on a. C'est-à-dire que Mhm. on va faire un événement, on va peut-être avoir, je sais pas, on va prendre je fais une connerie, mais 50 fûts de bière, et ben on va trouver un partenaire qui va nous dire voilà, moi j'adore votre projet, je vais vous en facturer que la moitié, quoi. Donc nous, quelque part, ben, tu vois, on a des charges en moins grâce à notre statut d'association, ce qui nous permet du coup de générer plus de marge et de pouvoir reverser plus d'argent que le ferait une société standard en fait. Clairement. Ouais. Ouais, au final, on parlait de cercle vertueux tout à l'heure, c'est le cas là, dans ce cas de Ouais. figure. Et Définitivement. juste pour finir sur Heroes Family, parce que la vision, grosso modo, et Ouais, là pour le coup, c'est un truc que j'ai on va depuis. continuer dessus, hein. Ouais, voilà, que j'ai assez long terme, tu vois. Et c'est d'essayer de prouver que, grosso modo, j'ai commencé un petit peu par les événements, parce que c'était un truc que j'arrivais à faire déjà, Mhm. et qui marchait bien. Et donc, j'avais l'impression de pas trop prendre de risques. Mais demain, voilà, l'idée, c'est d'essayer de le faire sur plein d'autres services et plein d'autres produits. Par exemple, moi, je serais ravi si, dans 5 ans, avec Heroes Family, on arrive à monter une marque de fringues Ok. et te dire, voilà, au lieu d'acheter un t-shirt, au lieu d'acheter ton t-shirt noir basique que tu mets tous les jours, qui vaut 30 euros par exemple, et ben achète-le chez moi. Moi, je vais te fournir la même qualité, même prix. Sauf que dans les 30 euros, ben, il y a 15 qui partent pour une association, quoi. Tu vois. Ok. Et, voilà, c'est un peu ça à long terme, et d'essayer de multiplier le nombre de produits ou de services qu'on peut vendre au profit des associations. Très bien. Et quelle est la réussite ou le moment qui t'a le plus marqué depuis que tu as fondé Heroes Family? Peut-être un projet ou que sais-je? Ouais, bah, nous aujourd'hui c'est quand même beaucoup les événements, donc il y a rien qui marque plus que en fait avoir prévoir 800 personnes et en fait que tu 1200 personnes qui débarquent et que du coup c'est le bordel, il faut improviser parce que voilà t'es peut-être pas prévu assez de ça et c'est aussi un peu dans l'événementiel, c'est la gestion du direct aussi qui est cool. Hmm. Et, euh, et, euh, et puis voilà, et puis après, c'est en termes de reconnaissance, c'est très sympa aussi, parce qu'il y a plein de gens qui passent une excellente soirée et qui aiment aussi le concept, et donc voilà, et donc qui nous soutiennent et qui viennent à tous les événements, qui deviennent aussi bénévoles pour nous aider sur plein de choses.
Et voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce truc-là Heroes Family, parce que quelque part, c'est voilà, qui que vous soyez, si vous avez envie d'aider, si vous aimez faire la fête, organiser, vous avez des compétences particulières en com, en quoi que ce soit, ben venez toquer à notre porte. Et en vrai, on trouvera des choses pour nous aider et pour essayer de faire grandir l'association et avoir un impact. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Et voilà, et chaque année, le but, c'est d'aider le plus d'associations possible avec des montants toujours plus grands. Et voilà, et à terme, je croise les doigts, mais si un jour on peut organiser un festival avec 20 000 personnes, avec des DJ internationaux de dingue Mhm. sur plusieurs jours et sortir des billets vraiment importants pour des associations, ce serait une grande réussite, quoi. Mm. On te souhaite et je serai présent, Ouais, j'espère, ce jour-là. Et j'espère, bah, je me tiendrai au courant ouais, et je te contacterai pour le prochain événement avec plaisir. ouais, carrément. J'avais dit à Harold en off que ce Mm. serait cool que je puisse venir. Ouais. Mm. Et quand est-ce que ce sera d'ailleurs le prochain? Alors là, on bosse sur. On a un événement qu'on n'a pas encore annoncé encore, mais je peux l'annoncer ici en avant-première. Ok. Le 28 juin, alors ça sera à Rennes, pour le D'accord. coup. On le fait en partenariat avec une société qui s'appelle Morex Custom. C'est une marque de fringues et ils ont aussi un lieu où ils organisent des événements extraordinaires. Donc c'est à Rennes, ça sera le 28 juin. Et on travaille avec Carole justement sur un événement depuis un petit moment maintenant. Alors on attend certaines validations, mais ça pourrait être début juin. On n'a pas encore la date exacte. Donc ça, on ne peut pas l'annoncer. Ok. Mais voilà, le premier est sûr, ce sera le 28 juin. Il y aura un autre 28 juin à événement Rennes. Ouais. à Rennes. Il y aura un autre événement dans le sud de la France en août. Ça, c'est sûr aussi. Et là, on attend les dernières confirmations pour savoir si cet événement proche de Paris, pour le coup, pourra avoir lieu début juin. Et là, ça serait cool que voilà, ça sera un truc tourné aussi un peu autour de l'entrepreneuriat. Donc voilà, Ah, tu auras ouais, carrément ouais. ta place. Ok, au plaisir, avec grand plaisir, Ouais. vraiment, vraiment. Et j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai beaucoup regardé ce que vous faisiez. Il me vient une question. Souvent, on critique les personnes qui ne donnent pas assez par rapport au fait qu'elles ont une fortune Mm. et qu'on ne les voit pas donner. Ouais. Est-ce que tu penses il vaut mieux être discret ou au contraire qu'il vaut mieux inspirer les autres en mettant en avant son engagement Alors ça, c'est une question difficile, hein, parce que je pense que chacun fait comme il sent aussi. hmm, Euh, Il y a des gens qui ont beaucoup besoin de reconnaissance, tu vois. Moi, je sais que j'ai besoin de reconnaissance, tu vois. Alors, si je donne des sous à une association, je vais pas le mettre sur mes réseaux, j'ai pas besoin de ça, mais j'ai aussi besoin, c'est un besoin. Moi, c'est un facteur de motivation, c'est aussi ouais, ça, c'est ça. tu vois. Mais c'est la reconnaissance de mes parents, c'est la reconnaissance de plein de choses, mais c'est un facteur de motivation, tu vois. Alors, c'est pas pour autant que je vais communiquer sur voilà quand je donne, etc. Mais je sais que voilà, il y a des gens qui ont besoin de le montrer. Euh, euh, Moi, c'est pas mon besoin principal, c'est pas ça. La reconnaissance, je l'obtiens plutôt quand j'ai réussi mon événement, que j'ai réussi à récolter beaucoup de fonds, etc. Tu vois. Et c'est ce qui me donne la motivation, c'est la reconnaissance. Après, c'est différent un peu de ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que il y a des gens qui ont besoin de montrer, il y a des gens qui préfèrent le faire dans l'ombre, c'est un peu ça. Hmm, Mais bah ça, c'est difficile. Typiquement, aux États-Unis, c'est quelque chose c'est pas tabou du tout. Les gens ont plutôt tendance à montrer, etc. Ils sont félicités. En France, c'est un peu touchy, quoi. c'est Tu ce que je vois, disais. quand tu C'est là vois, où je veux quand en tu vois venir. des grandes familles, Bernard Arnault qui donne, je sais pas, 30 millions au Resto du Cœur, il se fait cracher dessus parce qu'il dit pourquoi t'as pas donné plus, quoi. Mais c'est vrai, C'est dingue. c'est malheureux. Où on cherche, ah, mais il a donné tant parce qu'en fait, après, Bah, c'est il a ça. donné. Mais il a donné, mais voilà, il y a un peu de vivons heureux, vivons cachés aussi, tu vois. Ouais. Ça, je pense que c'est chacun qui voilà, le vit comme il souhaite. De manière générale, je pense que les gens qui cherchent à trop montrer, c'est qu'ils sont peut-être pas si bien intentionnés que ça aussi, parce que Hmm, voilà, c'est peut-être juste uniquement l'écho que ça va créer qui va leur plaire, et en fait, peut-être qu'ils s'en foutent de l'action. C'est je vois. plutôt, voilà. Non, non, moi, c'est pas trop mon cas. Moi, c'est plutôt essayer voilà, de faire de mener des gros projets voilà. Et en fait, via Heroes Family, les réseaux sociaux, quelque part, moi, je voulais pas à la base, quand j'ai créé Heroes Family, j'ai dit, moi, je veux pas faire des face cam, etc. Tu vois, je voulais pas trop me mettre en avant. Et puis, en fait, j'ai réalisé que l'importance des réseaux, et je me suis dit, en créant une communauté, c'est aussi là où demain on pourra faire des plus gros événements, on pourra potentiellement ouvrir un resto, lancer une marque de fringues, etc.
Et donc, quelque part, il faut qu'il y ait un mec qui lead tout ça, et c'est forcément moi. Et donc petit à petit, bah, j'ai commencé à en parler. Et voilà, et maintenant, j'endosse ce rôle avec fierté, tu vois. Je sais aussi pourquoi je le fais. Et, mais, euh, mais voilà, c'est pas. Moi, je recherche pas le bravo, c'est bien ce que tu fais de la part des gens, quoi. Tu vois, c'est ce que je recherche, c'est l'impact. Tu vois, c'est vraiment de me dire. Et là, j'ai l'impression qu'on est nul, tu vois. C'est-à-dire qu'on est au début. Alors, on a donné, à chaque fois qu'on a un événement, on arrive à sortir des enveloppes de 10 000 à 15 000 euros pour une asso, ce qui est quand même une grosse somme. Mmh. Mais je me dis, c'est pas assez, tu vois. Il faut que, voilà, je suis pas satisfait, quoi. Mais c'est comme pour une entreprise, tu vois. Bien sûr. Tu te mets des objectifs. Et voilà, et je veux vraiment qu'on essaie d'organiser des événements énormes et qu'on sorte vraiment des très gros montants pour des assos et qu'on puisse changer un peu les choses ou la vie de certaines assos. Et voilà, et peut-être que je serai jamais satisfait, mais en tout cas, tu vois, c'est un facteur de motivation pour Ok. moi. Mais ça revient, enfin, dans ma question, moi, je t'avais donné ma réponse à moi et mon point de vue, hein. Ouais. C'est en gros inspiré. Et je pense que quand tu fais ça, moi, quand je vois ta story la dernière fois où tu montes un petit peu les nouveaux goodies, Mm, mm, c'est inspirant en fait. Ça donne envie. Ça donne envie de faire la même chose, ça donne envie de participer. C'est mm. pour ça que je te disais que Ouais. je vais venir. Mm, mm, Et donc, c'est super. Et si personne ne le fait, malheureusement, après, quand on croise des gens dans la rue qui nous demandent de s'arrêter, on a peut-être moins envie. Parce qu'on se dit, ouais, mais il n'y a personne qui donne. Pourquoi moi j'ai donné? Alors que quand on voit qu'il y en a qui donnent, mm. on se dit, ouais, let's go, allons-y. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Et Mm. ça me permet de poser des questions maintenant plus sur toi, ton train de vie et comment aujourd'hui, avec tout ça, tout ce qu'on a parlé, le sport, l'entrepreneuriat et l'association, et même ta vie de couple et bientôt Ouais. ta nouvelle vie de famille, Ouais. comment tu arrives à trouver l'énergie pour chacune de ces facettes de ta vie? Bah, l'énergie, chacun a l'énergie qu'il a et puis après, il fait son emploi du temps avec ça, quoi, je pense. Heu, moi, voilà, l'immobilier, c'est un truc dans lequel j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup structuré et cetera. Maintenant, je travaille plutôt à l'opportunité, donc en fonction des deals qui arrivent et si j'ai l'impression de pouvoir, créer de la valeur ajoutée, j'y vais et cetera. Voilà, et moi, je bosse 80 de mon temps, c'est sur mon business de l'immobilier. Après, 20 on va dire l'association aujourd'hui, sur la partie temps de travail, on va dire, tu vois? Mhm. Heu, mais, hem, mais je me suis toujours dit, que c'est pas impossible que dans 5 6 ans, si, financièrement parlant, je peux me le permettre aussi, c'est peut-être d'aller vers un 50-50 avec l'association et peut-être qu'un jour, je suis full time sur l'asso et tu vois? Parce que je considérerais avoir suffisamment bien gagné ma vie et puis, par contre, je considérais, pas suffisamment avoir aidé les autres, tu vois? Voilà, et je pense qu'il y a j'espère, je croise les doigts que ce moment arrive, en fait, mais enfin, à mon avis, j'arrêterai jamais de faire du business parce que quelque part, ça fait Ouais. partie aussi de ma fibre et voilà, là, je suis en train de m'associer avec un très bon pote à moi pour monter un nouveau concept de resto à Paris aussi. Donc voilà, je continuerai toujours d'entreprendre et ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est la conception aussi, c'est créer quelque chose de nouveau, c'est sur la partie préparation, c'est imaginer des choses un peu innovantes, etc. Et donc ouais, je continuerai toujours. Après, comment j'organise mon emploi du temps? De manière générale, j'essaye de faire du sport au moins 3 fois par semaine. Maintenant, je me suis mis un peu au golf aussi. Alors bon, à Paris, l'hiver, c'est pas top, mais en été, j'essaie de jouer un petit peu, de m'entraîner, toujours avec l'objectif de baisser son index. Et voilà, tu vois, tu deviens un peu fou quand tu commences le golf et que ça commence et que ça t'a tapé un peu dans la tête. Ça, c'est ultra chronophage en plus. C'est une catastrophe, le golf. Si tu veux faire un parcours et avec le trajet et tout ça, te prend 6 heures. Tu vois, tu peux pas aller faire un cours de sac de 40 minutes. En golf, ça n'existe pas, quoi. Ou alors, tu fais un cours de putt dans ton salon, mais voilà, c'est très chronophage. Et ouais, non, j'essaie de faire du sport au moins 3 fois par semaine. Et puis voilà, après, je bosse tous les jours et j'articule un peu mon emploi du temps en fonction des besoins aussi. Heroes, quand on a des événements, ça m'arrive je peux bosser une semaine full time dessus, comme un malade, le soir, les week-ends à fond, parce que voilà, ça arrive. Puis il y a du stress aussi de vouloir bien réussir. Et, euh, et puis, voilà. Mais non, non, j'arrive à jongler assez bien avec mon emploi du temps. Ouais. Ouais. Ma vie de famille, écoute, pour l'instant, ça va. Il faudra poser la question à ma femme. Ouais. Ou on se Ouais. Qui reposera est la question. entrepreneuse aussi, hein. Ah ouais. Ok. Qui a une marque, qui a lancé une marque qui s'appelle Chichi Casteldango. D'ailleurs, je vous invite à regarder.
Tu m'enverras Ouais, carrément. les liens, on mettra dans la Mm. description et tout le monde pourra regarder. Ouais. Là, mon créateur avec sa sœur il y a 7 ans et c'est une belle marque qui se développe bien et du coup je suis très fier d'elle et puis voilà, on échange aussi toutes nos problématiques ensemble et voilà, on a beaucoup de discussions autour de l'entrepreneuriat à table le soir. C'est C'est cool. intéressant et Ouais, carrément. tu trouves de la force dans ces discussions-là parce que souvent on Mm. essaie bon, j'ai peur de le dire comme ça, mais je vais le dire comme ça. J'ai l'impression que notre génération. Bon, après, je sais pas si on est si différent que ça en termes d'âge. Non, je pense pas. Moi, j'en ai 28. Ouais, 32 moi, tu vois, Ouais, tu pareil. vois. Ouais, Mais ouais. j'ai parfois l'impression qu'on remet un peu en question les fondements, les fondations un petit peu classiques Mm. en termes de famille. Ouais. Alors que c'est important. Genre, moi, ça me fait du bien. Mm. Ma compagne, elle n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais quand j'ai une nouvelle, en fait, c'est celle qui est à côté de moi. Ouais, Et elle bien est à sûr. côté de moi le matin, le soir, et c'est à elle que j'ai envie de partager. Et s'il n'y a pas ça, parfois, je sais pas avec qui je peux me confier. Ouais, bah, c'est important. Moi, j'ai eu la grande chance, l'immense chance d'avoir un père entrepreneur. Et donc, tu vois, ça a été mon confident, mon associé dans certains trucs. Et voilà, il est très bon conseil. Tout le monde n'a pas assez de chance, mais je pense qu'après, voilà, l'idée, c'est aussi de bien s'entourer. Et il y a beaucoup de gens, des solopreneurs, des mecs qui lancent des petits business avec beaucoup d'énergie, qui s'entourent d'un cercle d'amis qui entreprennent aussi et avec lesquels euh, ils échangent Mhm. sur leur sujet, leurs problématiques. Je pense que voilà, c'est très important d'être entouré. Si c'est pas la famille, ça peut être les amis, ça peut être des partenaires, ça peut être tout seul. À mon avis, tu vas pas très loin, quoi. À moins d'être un génie, un inventeur et d'inventer un truc révolutionnaire, parce que t'es un monstre en physique ou en chimie, et voilà. Euh, mais voilà, je pense c'est important de s'entourer et s'entourer, si possible, des bonnes personnes. Pas forcément des personnes qui croient en toi, tu vois. Tu peux avoir des personnes autour de toi qui sont entrepreneurs qui disent oula, attention, n'y va pas. C'est pas pour autant qu'il faut pas être sûr de pas y aller. Mais en tout cas, sur toutes les petites problématiques et les embûches que tu auras tout au long du chemin, ils seront en mesure de t'apporter leur vision, en tout cas. Mhm. Et pour moi, franchement, à chaque fois que j'ai des sujets problématiques, j'essaye de voir dans mon entourage qui peut avoir la meilleure vision, mais qui n'est pas forcément un entrepreneur, mais tu vois, un mec qui aurait pu avoir. Et je trouve que c'est important dès que tu as un sujet, de le poser la question au plus de personnes possible. Et quand je faisais mes études, on me disait, il y a des gens qui disaient attention de ne pas vendre votre idée, de ne pas trop en parler autour des autres, autour de vous, parce qu'on pourrait vous voler votre idée, etc. Mais ça, c'est bullshit total. C'est bullshit. Il n'y a pas de vol d'idées. Euh, Parlez-en au maximum et essayez de récolter en fait le maximum de retours. Et en fait, pour moi, je suis quand même un peu, enfin, je crois un peu en la statistique et fais une moyenne de tous ces retours, quoi. Et tu te positionnes au milieu, tu vois. Et plus tu as de retours, tu vois, c'est voilà la loi des probabilités, quoi. Plus tu as de retours, si tu arrives à avoir 50 retours auprès de ton entourage, eh ben, tu sauras à peu près quelle est la moyenne. Et la moyenne, elle se situe jamais très loin de la vérité, je pense. Ouais, Ouais. ça serait un super conseil, ça. Et je pense Ouais. que Mm. vraiment, j'espère que les auditeurs qui seront allés jusqu'au bout du podcast, ils pourront retenir ça. Et Mm. ceux qui le font déjà, tant mieux. Et ceux qui en ont besoin de l'entendre, Mm. ce sera un super beau message. On est sur la fin de l'épisode. Moi, j'aime bien poser quelques petites questions. Mhm. Alors, questions rapides et réponses rapides en soi. Ok. Les trois premières, c'est assez général. C'est toujours les mêmes. Et après, les deux ou trois dernières, en général, c'est un peu plus personnalisé. La première, c'est thé ou café? Café. Ok, super. Et entraînement, tu parlais 3 fois par semaine par exemple, plutôt le matin ou le soir, en fin de journée? Midi. Midi. Ouais, je suis un mec de midi, T'es le moi. premier à m'avoir dit Midi. ça et pourtant je m'attendais au début. Je disais, Ouais. mais midi c'est top comme heure. Midi à jeun. Ok. Et taper un peu dans le fin à jeun. Petit-déj léger. Ouais, ouais, bien Et sûr, ensuite, mais je vois et très bien ce que ensuite tu je veux dire. déjeune après. Pour moi. Enfin, c'est là où je me sens le plus léger. En sparring, j'ai l'impression, tu mets le midi à jeun et tu mets le soir, même à 18h. Je suis pas la même personne. C'est dingue. Après, c'est perso, mais en tout cas, moi, ça, voilà, c'est mon créneau, quoi. Ok. Ouais. Plutôt livre ou podcast? Podcast. Ouais, c'est super. T'en as un peut-être que toi t'apprécies? Ouais, il y en a. J'écoute pas énormément de podcasts. Il y en a un qui te vient en tête, hein. Ouais, bah moi j'aime beaucoup Legend, tu vois, qui est un peu Ouais, moi aussi voilà, j'aime qui est bien. un peu J'aime bien. un peu le boss. Ouais, j'aime Euh, bien. Mon pote, ma femme me dit, hey, il faut que tu t'inspires. J'ai dit, mais tu crois vraiment, je connais pas les jeunes. ouais, j'avoue. Ouais. Non, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Ouais. Ok. Et Do it yourself aussi. Enfin, il y a plein ouais. de trucs. Ouais. Et question un peu plus du coup personnelle. Mm.
plutôt montagne ou plage, en soi, ski ou surf? Montagne. Alors, ça, c'est dur, mais moi, j'ai grandi à Valence, à 1 heure des montagnes. Donc, j'ai eu la chance de faire beaucoup de ski depuis tout petit. Et de la compète aussi. Et, voilà, et maintenant, un peu de freeride, freestyle, enfin, tous les trucs un peu cons où tu te blesses. Mais je suis aussi un fou de kitesurf. Donc, du coup, oh, c'est dur. Mais là, on est en hiver, donc je vais dire montagne. Si tu Ok. me réinvites au mois de Ouais, juillet, je te dirai vas-y, ok, plage. bon, je te repose la question Ouais. au mois de juin, le Ouais, 28 ça juin. dépend de qu'est-ce qui est frais dans mon esprit, tu vois. Ok, Mais ok, ouais. ok. Et la dernière, c'est si tu devais créer un événement et que tu avais le choix entre un gala de boxe pour une œuvre caritative Mm. ou une soirée, tu choisirais quoi? Ouais, je choisirais Gala de boxe quand même, je pense. Ouais, ouais. Parce que j'y ai déjà pensé. J'ai même déjà bossé sur des trucs qui n'ont pas abouti, comme plein d'autres projets sur lesquels je peux avoir bossé un peu de temps. Mais je pense qu'il y a des choses à faire autour du sport. Et je pense que l'avenir nous le dira, mais Mhm. il y a de fortes chances voilà, qu'il y ait des événements caritatifs autour du sport et potentiellement même de la boxe qui pop dans quelques mois, années. C'était exactement, j'essayais de mettre la brèche dans ça. Ouais, 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 c'est clair. Et on en a parlé beaucoup avec Harold aussi. C'était un truc. Mhm. On a imaginé tellement de trucs, de concepts, etc. En créant un peu cet hybride sport et même boxe et associatif. Et ouais, je pense que d'ici un petit peu de temps, il y a quelque chose qui va sortir. Ouais, ouais, Ok, super. possible. Et tout à l'heure, tu parlais que tu aimerais bien, bon, j'aime pas parler de fin de vie, mais sur ton lit de mort, te sentir accompli. Mm. C'est quoi pour toi, en un mot ou une phrase, réussir sa vie? Ça, je pense, que c'est Un très truc perso. Mais ouais, mais ouais, pour ton bah, cas. voilà, il y a des gens qui vont vouloir atteindre, je pense, la richesse financière. D'autres, ça va être fonder une famille. Euh, Moi, c'est drôle, mais tu vois, je sais pas, depuis 25, 26 ans, quand je pense à l'île mort, quand je pense à il faut que j'ai accompli ça avant de mourir, tu vois, c'est autour de l'associatif, quoi. C'est autour de Ok. l'humanitaire surtout, et environnemental aussi, mais voilà, plutôt humanitaire, et c'est essayer d'aider. Moi, j'ai l'impression d'avoir, voilà, j'ai grandi dans une famille assez équilibrée, des parents qui ont réussi, des aimants, etc. Donc, j'ai l'impression d'être un privilégié de ouf, tu vois. Et voilà, et du coup, j'ai un peu ce devoir aussi de rediriger, de redistribuer, ou en tout cas d'investir du temps et d'essayer de travailler pour accomplir des choses pour les autres, tu vois. Et voilà, moi, c'est très tourné autour de ça. Voilà, je sais que malheureusement, je ne serai pas gardien de l'équipe de France de football maintenant. Mais, Il y en a un, il est chaud en ce moment. voilà, ouais. Mais, Mike. ouais. Mais non, mais par contre, c'est sûr que je continuerai voilà, enfin, que je ferai de l'associatif très longtemps, le plus longtemps possible. Ok. Et voilà, avec Heroes et même potentiellement avec d'autres projets. Et voilà. Et je sais même pas si un jour je me dirais, je serais satisfait de ce que j'ai accompli, tu vois. Mais bon, plus le temps passe, plus tu accomplis des trucs, plus tu te dis, bon, moi, j'ai au moins fait ça, quoi. Tu vois. Et je Ok. pense que c'est aussi ça le truc, c'est de se dire, voilà, faut faire le maximum avec chacun a ses sujets professionnels, de famille. Euh, la vie, voilà, la vie, c'est toujours compliqué. Donc, mais l'important, c'est de donner ce que tu peux, quoi. Et tu vois, et chacun, voilà, et chacun donne ce qu'il peut. Et en vrai, donner un petit peu, déjà, c'est déjà bien. Si tout le monde donnait un petit peu de son temps, Hmm. pas forcément, je parle pas d'argent, mais un peu de son temps, tu vois, pour des causes associatives, aller faire une maraude pour les sans-abri en hiver, ça te prend une demi-journée. Tu as l'impression d'avoir fait une vraie bonne action. Et, euh, et voilà, et peut-être que voilà, ça te permet d'être en plus en paix avec toi-même aussi. Ok. Mm. Super. Deux derniers points. Est-ce que tu as une question pour le prochain invité ou la prochaine invitée? Bien sûr, Hmm. je ne peux pas te dévoiler le Tu prénom sais et déjà qui c'est? Ouais. Ouais, je sais déjà. Ah ah. Euh, Si tu veux un indice, tu peux aller loin dans dans la spiritualité. je peux aller loin dans la spiritualité. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'une personne a, quels sont les critères d'accomplissement d'une personne, quoi? Quel est pour cet invité? Ok. À partir de quand? Ça rejoint un peu la question que tu viens de me poser sur le lit Mhm. de mort. Mais Ouais. voilà, moi, c'est euh, qu'est-ce qui te
qu'est-ce qui te permettra d'être en paix avec toi-même, quoi. C'est-à-dire d'arrêter de trouver des réponses, d'arrêter de trouver de chercher, etc. Et de te dire, OK, là, je pense que je suis en paix avec moi-même. Et donc, si toutefois, pour revenir à la mort, ce qui est pas très drôle, mais si toutefois je dois mourir demain, tu vois, je suis fine avec moi-même, quoi, tu vois. Et voilà, moi, je suis prêt de. J'aimerais bien lui poser cette question aussi, après y avoir Ok. répondu. Mais Ok. je trouve qu'elle est importante parce que ça fait tellement partie du chemin de la vie. Et il y a des gens qui trouvent jamais les réponses à ces questions, je pense. Et, euh, et tu vois, plein de gens, même des gens très âgés, qui ont plein de regrets, quoi, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir essayé ça, etc. Et je pense qu'il faut se poser les questions assez vite pour déjà orienter sa vie et essayer pendant sa vie de se rapprocher le plus près possible de la version de soi-même qu'on a envie d'atteindre, quoi. Ok. Ouais. Je me note ça. Ouais, Et carrément, j'ai hâte ça fait partie des points que je sais qu'on abordera. Donc, je te ouais, partagerai avec plaisir. pour le coup la réponse surtout. Ouais. Qui est-ce que du coup tu aimerais que j'invite dans See You on the Ring? Bah écoute, je pensais à. Alors, je sais qu'il est pas souvent à Paris, euh, mais c'est Pierre-Louis Massoutier, justement, le mec avec qui j'ai fait mon premier combat, qui est un pote, qui est maintenant, je crois, travaille au Congo, Brazzaville. Oh, Euh, super. ouais, D'accord. mais qui est un excellent boxeur, qui fait beaucoup de combats. Et lui, c'est le mec, tu vois, on a fait un white collar, il a perdu 13 kilos, je crois. Tu vois, D'accord. là, c'est. Super. Alors que bon, c'est pas un boxeur pro, tu vois. Mais il est rentré encore dans une autre dimension d'engagement, tu vois, que moi. Moi, j'étais quand même très investi, mais alors lui, c'était vraiment toute sa vie. Et c'est un mec assez inspirant, je pense, surtout sur la partie dépassement de soi, investissement, qui a entrepris aussi. Il avait des restos à Paris. Là, il travaille maintenant en Afrique, mais je sais il est souvent de passage à Paris. Et si tu arrives à le voir, je pense il pourrait Ok. répondre à certaines questions intéressantes. Je, je prends note aussi. Ouais, ouais, carrément. Écoute, Quentin, fin d'épisode, mais avant Ah, tout, merci. un grand merci. Un grand merci, j'ai beaucoup apprécié. Et juste, n'oublie pas de me partager le petit film sur l'apnée que tu avais fait. Ouais, Et j'en carrément. parle devant caméra parce que c'est enfin, j'ai vu l'extrait sur ton Insta et je le trouve magnifique. Mm. Et je pense que si tu arrives à le partager, moi, j'aimerais bien après derrière le partager Ouais. aux personnes, aux auditeurs, auditrices et même les gens avec qui je communique sur les réseaux sociaux, donc les gens qui me suivent. Mm. Parce que Bah ça écoute, m'a l'air d'être un beau film. ouais, avec plaisir. C'est un petit court-métrage qu'on a tourné, qu'on avait fait pour. Alors, j'ai un ami qui est réalisateur qui avait fait, euh, qui avait participé au Nikon Film Festival, qui est chaque année et qui est autour d'un thème chaque année. Et tout le monde peut participer. Et là, cette année, c'était le chiffre 13. Il fallait faire un film, donc il y a un cahier des charges très précis. Je crois que c'est un film qui doit faire 2 minutes et quelques, donc c'est vraiment un court-métrage. Et voilà. Et le réalisateur, il a voulu faire un truc autour de 13 mètres. Voilà. Et donc, c'est 13 mètres sous l'eau, et à 13 mètres, il se passe un truc. Et ça, ben, il faudra regarder pour savoir ce que c'est. Super. Ouais. Donc, je t'enverrai le lien. Ouais, c'est très bien réalisé. Et franchement, c'était un plaisir de tourner dans ce film. Et, voilà. Au plaisir. Mais je Mm. pense que c'est une belle phrase, en tout cas un bon suspense sur lequel finir cet épisode. Et encore merci. Merci Et à toi. je vous Franchement. dis à très vite pour Ciao le tout le monde. prochain épisode Bye. de See You on the Ring. Yes. Merci Quentin. Merci à toi.